Ce qui me plaît le plus dans le business, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas l'argent. Moi, ce que j'adore, c'est le mécanisme en fait. Partir d'une idée, la développer, et qu'en face, il y ait quelqu'un qui t'ait jamais vu de sa vie et qui dise waouh, ah ouais, j'adore l'offre, j'adore le market, j'adore les couleurs, j'ai confiance en ce site et je suis OK pour payer. Ma carte bleue, je veux bien la mettre ici. Et je viens témoigner aujourd'hui pour te parler de mon histoire entrepreneuriale. Donc en 2009, ça démarre. À cette époque-là, je suis outliner. Donc je réponds au téléphone toute la journée. Donc je règle des problèmes techniques. Ayant été un élève pas foufou, j'ai fini dans un taf pas foufou. On me l'avait dit, on m'avait dit, hein, moins tu travailles, plus tu vas finir dans un taf qui va pas forcément te plaire. Donc toute la journée des problèmes techniques, je règle, 60 appels par jour. Ça n'en finit pas. J'enchaîne, je dépense mon salaire comme si j'avais gagné au loto tous les mois. Et en parallèle de ça, pas du tout entrepreneur, je m'intéresse pas mal à la photo et à la vidéo. Et un jour, j'ai besoin de matos. Comme tout passionné qui a besoin d'avancer dans son petit kiff, j'ai besoin de m'acheter des choses. Et un jour, j'ai besoin d'acheter un spot LED, un peu comme celui qui m'éclaire aujourd'hui. Et je me rends à la Fnac pour faire ça. Comme je disais tout à l'heure, on est en 2009. Le réflexe, c'est pas forcément tout de suite Amazon ou Internet. C'est d'abord d'aller voir dans les magasins physiques, en tout cas pour ma part à ce moment-là. J'arrive dans le rayon et je vois un petit spot LED, mais qui coûte plus de 200 euros à l'époque. Et par rapport à la taille du truc, 200 euros, ça me paraît beaucoup. Même si je suis super dépensier à l'époque, ça me paraît quand même beaucoup. Je laisse tomber, je me dirige vers la sortie du magasin. Et là, à l'époque où ça se faisait encore, là où on posait les petits prospectus avec les spectacles en sortant de la Fnac, je vois une boîte de spots et dessus, il y a écrit CN 126. Je me rappelle encore très bien de cette référence parce que je l'oublierai jamais. C'est le début de tout en fait. C'est le début de tout. Je regarde quand même sur internet ce que c'est CN 126 parce que je suis étonné de voir cette boîte-là. Je sais que c'est pas le produit que j'ai vu en rayon. Je sais que ça coûte pas 200 euros parce que ne serait-ce qu'à la qualité de la boîte, c'est pas possible en fait que ça coûte ce prix-là. Les couleurs, c'est pas trop ce qu'on fait en Europe. La taille de la boîte non plus, c'est étonnant. Je vois que c'est une ouverture unique. Tout est collé. Toute ta boîte, c'est terminé. Tu peux plus la refermer. Je regarde donc CN 126 et je tombe sur une fiche produit sur internet d'un spot qui coûte de souvenir, on va arrondir à 30 dollars. On va convertir 30 euros, facile. Je me dis, ok, un spot à 30 euros, pourquoi pas? Je retourne dans le rayon avec pour voir le prix du magasin, parce que finalement, il est vendu dans ce magasin, ce spot. C'est juste quelqu'un qui l'a abandonné comme ça avant de partir. Et je vois que ce fameux CN 126 est vendu, c'est marrant, c'est collé, 126 euros. Donc les mecs vendent un truc 130 euros et ils le payent 30 euros. Je fais un calcul un peu vulgaire, je me dis, waouh, les mecs font 100 euros de marge avec une vente. À titre perso, je dois travailler plus d'une journée pour faire une centaine d'euros. Je me dis, waouh, si j'achète ce spot-là, que je le mets sur le bon coin et que j'essaie de le vendre, je sais pas, à 90 euros comme ça au hasard. S'il y a un mec qui a fait exactement le même parcours de recherche que moi, qui a besoin d'un spot, qui est dans la vidéo, au moment où la vidéo est vraiment, comment dire, prend une hype incroyable. On est avant tous les youtubeurs qui sont très connus, etc. Mais on sent que ça monte, ça intéresse de plus en plus de personnes, il y a plein de gens qui s'équipent, donc on est vraiment dans un moment où la vidéo, ça fait beaucoup de bruit. Donc s'il y a un mec qui a suivi le même parcours que moi et qui trouve sur mon site de petites annonces ce spot à 90 euros, bah, il va trouver que c'est une bonne affaire. Et c'est vrai, ce sera une bonne affaire par rapport à la Fnac. Bon, je commande mon petit spot, je le mets en ligne, sans trop d'espoir, un peu frileux. Dans tous les cas, bon, bah, je l'ai, j'en ai besoin, donc bon, c'est pas perdu quoi. Si personne l'achète, j'en ai besoin, j'utilise et puis on passe à autre chose. Et 24-48 heures après, je reçois un appel. Un mec motivé qui me dit waouh, est-ce que votre spot est encore dispo? Ça m'intéresse de fou, est-ce qu'on peut se voir? J'y crois, mais j'y crois pas quoi. Je programme un rendez-vous avec ce gars-là, donc vraiment sur le chemin du métro. Je m'embête vraiment pas, aucun effort. 15h, 15h10. 15h10, je suis là, le gars est là. Il voit le spot, je me rappelle encore de son prénom, il s'appelait Jean-Luc Q, je vais pas citer son nom de famille. Il voit ce truc, il le déballe et il dit mais c'est incroyable, c'est exactement ce qu'il me faut, je vous le prends. On parle de photos pendant une demi-heure, 40 minutes, je passe un bon moment, il est content, il me paye en espèces, il part. Et je me rappelle de ce moment où je suis figé, je me dis, ok, je viens de gagner l'équivalent d'une journée de travail, là, comme ça, d'un coup. Effectivement, j'ai pas fait 90 euros de marge, mais peu importe, c'est déjà pas mal. C'est incroyable, j'ai passé un super moment, j'ai gagné l'équivalent de ma journée, j'ai kiffé, c'est ce que j'aime, il y a un truc à faire. Je rentre chez moi, j'en commande un autre, très frileux, hein. Quand on démarre un peu le business, de toute façon, on est frileux. On se dit pas que c'est l'autoroute de la plus-value. Hein. On est vraiment super frileux. Donc j'en commande un. Même procédé, il arrive chez moi quelques semaines après. Je le remets en vente sur le bon coin. Deuxième personne, deuxième vente. 180 euros en tout, avec les deux. Pas mal. Bon, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire. J'en commande un troisième, puis un quatrième. Et puis ça devient une routine. Je sais que toutes les semaines, je sais que je vais vendre au moins une fois par semaine. J'ai un petit bonus comme ça de 100 euros. Donc j'ai un petit bonus finalement mensuel de 400 euros. C'est cool. Ça met du beurre dans les épinards, c'est cool, ça paye quelques sorties. Je suis dans un mood, comme indiqué plus tôt, où je suis un peu dépensier, donc c'est parfait quoi. Donc c'est cadeau. Ma passion continue à évoluer et au-delà des spots, j'ai besoin d'acheter
du matos un petit peu plus précis. Un device, un objet qui permet donc de mettre son appareil photo sur son épaule, de l'épauler et d'avoir des petits poignets pour le tenir et pour filmer avec plus de précision. Même procédé, je vais à la Fnac, je vais voir un peu le prix des épaulières, je vois que ça coûte 1400 euros. Pas mal, j'ai fait un peu de bénéf, je pourrais m'acheter ça directement, mais je vais continuer à creuser. Comme je sais que maintenant, sur le Bon Coin, il y a des gens qui cherchent des trucs en rapport avec la photo et la vidéo, je me dis, il y a peut-être un autre vendeur, on sait jamais. Je regarde et je trouve un mec qui vend des épaulières, mais à 1000 euros. Et par contre, en termes d'équipement, c'est largement plus intéressant que ce qu'on peut trouver à la Fnac. Donc je me dis, comment ce gars-là peut vendre des trucs à 1000 euros, alors qu'à côté, à la Fnac, ils vendent ça à 1300, 1400, et qu'en termes de qualité, c'est largement en dessous. Comment le gars fait pour les concurrencer? C'est fou. Je creuse les annonces du gars, une par une, je regarde toutes les photos, dans l'espoir qu'il ait oublié quelque chose. Et à un moment, sur une des annonces, sur une des photos, il a oublié de supprimer la marque de son fournisseur. Je trouve le site de ce fournisseur, et ce jour-là, ça a été pour moi un peu la caverne d'Alibaba de la vidéo et de la photo. Je vois du matos de qualité, à des prix incroyables, on dirait des ventes aux enchères. Donc je vois des épaulières à 80 $, je vois plein d'autres petites choses super intéressantes, avec une décote avec un prix 5 fois, 6 fois, 7 fois inférieur à ce qui se fait en Europe. Il s'avère que c'était un fournisseur en Inde. Je passe une première commande, pareil, c'était une commande de 500 $ environ. Avec ces 500 $, je crois que par objet, j'ai fait x4 ou x3 ou x4. C'était extrêmement violent. J'ai acheté un truc 100 euros, ça partait à 300, 350. Facile, je trouvais des épaulières à 85 euros, elles partaient à 250, tout le monde était content. Qualité, précision, c'était aussi bien que ce qu'il y avait à la Fnac, c'était aussi bien que ce qu'on trouvait sur Internet. Et je suis devenu le dealer de matos photo. Alors là, j'arrive à un autre niveau, puisqu'on n'est plus sur un 400, 500 euros par mois, on n'est plus sur un 1000 par mois, et j'ai tout le temps du matos avec moi. J'avais des ventes tout le temps. Soit tous les 2 jours, soit tous les 3 jours, soit tous les jours, mais tous les week-ends, ça c'est sûr. C'est sûr, je ne passais pas un week-end sans encaisser 200, 300, 400 ou 500 euros. Il y avait tout le temps un truc à vendre, tout le temps un mec qui venait. Et c'est ça qui était génial, c'est que les mecs en plus se déplaçaient pour venir vers moi. J'avais même pas besoin de fixer des rendez-vous compliqués, les gars venaient. Le truc, il y avait vraiment une réelle recherche sur ces produits-là. Au bout de 6 mois, c'est une habitude. Au bout de 6 mois, je suis à 6000 euros. C'est plutôt cool. Les ventes fluctuent, je vends des produits plus ou moins gros, c'est top. Je connais rien, donc je fais des ventes ultra dangereuses. Là, c'est sûr que maintenant, si je raconte certaines ventes, jamais j'y serais allé. Accepter des ventes en chèque, accepter des trucs trop bizarres, des mecs qui me payent en 2 fois, en 2 rendez-vous, des trucs qui n'ont aucun sens. Mais bon, bref, 6 mois plus tard, 6000 euros. 1 an plus tard, et avec un petit peu plus de bouteilles, parce que j'ai beaucoup appris, je me suis bien sûr renseigné sur le fonctionnement d'une boîte, comment déclarer, etc. Chose que je ne savais pas faire au début. À la fin de l'année, j'ai 20K, 20 000 euros. Et au bout d'un an et 1 mois, donc 1 mois plus tard, j'arrive à vendre cette entreprise à quasiment 20K. Donc, super première expérience entrepreneuriale. Et là, je me dis que c'est pas mal, que je suis lancé, qu'il va faire quelque chose. Nouveau roi du pétrole, puisqu'apparemment tout ce que je touche se transforme en or. Et je me dis, écoute, qu'est-ce que tu peux vendre d'autre? Maintenant que la photo et vidéo, t'as vendu l'idée et t'as vendu le concept, tu peux plus vendre exactement la même chose. Passe à quelque chose d'autre. Tu peux avoir une autre idée et lancer. Et c'est là que les premiers échecs commencent à arriver. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, tomber, c'est super important. Je me dis, attends, tu donnes beaucoup de conseils dans ton entourage sur la gestion des relations humaines, sur la gestion de couple, donner des conseils en séduction. Pourquoi pas? Ça peut marcher, on sait jamais. Je passe du temps, je me forme, je finis par lancer mon site. Et c'est un méga flop. Je fais pas une vente. Je fais pas une vente parce que marketingment parlant, il me manque trop de trucs. Je sais pas vraiment comment on fait une vente de ce type-là. Je sais pas vendre ce type de produit. Je sais pas faire la promotion d'une entreprise. J'ai bénéficié du fruit d'une entreprise juste avant, mais elle avait un modèle qui était tout à fait différent. Mais ça, à l'époque, je l'ignore. Troisième boîte que je lance, je vais faire une compétition de boxe thaï en Italie. Il y a plein de mecs qui essaient de vendre leurs produits et qui se disent, bon, il y a une compétition de boxe, pourquoi pas présenter les produits qui peuvent intéresser les boxeurs. Donc il y a des mecs qui vendent des bandes, il y a des mecs qui vendent des protèges tibia, il y a des mecs qui vendent des casques, etc. Il y a un stand qui vend ce qu'on appelle des battle ropes. Donc c'est des grandes cordes, maintenant il y en a partout, même chez Decathlon, des grandes cordes avec lesquelles on fait des ondulations. À l'époque, ça en France, ça n'existe pas du tout. Je vois ce truc-là, je m'y intéresse pas spécialement, et puis je fais ma petite compétition, tout se passe bien, c'est super, je suis plus concentré sur le moment parce qu'on est en groupe, on est en équipe. À peu près une semaine après, le dimanche matin, à 8h, je me réveille d'un coup, je me dis, ouais, il y a un truc à faire. Ces Battle Ropes, je les ai jamais vus en France. Je pense qu'il y a un truc à faire. Donc là, j'ai un petit peu plus de méthode, donc je me jette directement sur les sites des fournisseurs, et je trouve des Battle Ropes à 60 $/euros. 60 $, 60 euros. Même procédé, j'en commande une, je la mets sur le bon coin, et un gars qui en veut une. Je l'ai mise à 120 euros. Je vends ça à l'arrière de la voiture, comme si je vendais une marchandise illégale. Il me donne mes 120 euros, il s'appelait Nadir, et on est reparti. Mais je veux pas refaire la même erreur qu'avant. Parce que j'ai appris un truc très important, c'est que quand tu tombes, il faut essayer de remonter avec de l'expérience. Soit tu gagnes de l'argent,
soit tu prends de l'XP. Il y a toujours quelque chose à récupérer. Il faut pas bouder le business et se dire, bon bah voilà, allez, ça marche pas, mon business marche pas, vas-y, soit je suis nul, soit c'est les gens qui sont pas gentils. Il faut récupérer de l'XP. Il y a un truc que j'avais pas compris. Donc cette fois, je me forme un petit peu plus sur le marketing. Et je me dis que je vais quand même créer un produit avec un vrai branding, quelque chose qui va lui permettre de briller. Surtout qu'en plus, c'est un produit en pénétration de marché. Il n'y a personne qui s'occupe de faire ça. Il n'y a personne qui vend ce produit-là en ce moment en France. Donc c'est cadeau. C'est une autoroute. On a encore un moment où il y a de l'espace. Bon, je prends cet espace. À force de commander des cordes, je commence à discuter avec les fournisseurs de manière un petit peu plus profonde sur le business. Et je vois ce que je peux faire en termes de customisation. Donc je fais une corde qui est noire et orange. Comme ça, on peut bien la distinguer. D'ailleurs, c'est un design qui a été repris par Decathlon. Qui les quittera, qui les quittera jamais. Ils m'ont copié sur la fin, c'est assez marrant. Je fais un site aux couleurs de cette corde, je fais différentes gammes de prix, différentes tailles, et ça se vend. Ça se vend, ça se vend. Je fais monter ma com, j'arriverai jusqu'à faire un spot télé. Avec toutes les cordes que j'ai commandées, il y avait de quoi faire le tour de la Tour Eiffel. Ça se passe bien, c'est génial, c'est une expérience incroyable. Un jour, je mets ma corde en vente à une centaine d'euros ou 135 euros, puisque c'est une corde un peu custom, même un peu plus, même 170 euros parce que c'est un truc custom très joli, très travaillé. Et il y a un jour un mec qui arrive et qui vend quelque chose, mais de largement mieux que moi, c'est-à-dire que c'est plus gros, c'est de meilleure qualité. Enfin, dans le business cord, ce qui fait le prix, c'est le diamètre et la longueur. Et lui, il arrive avec un truc vraiment hyper large, hyper long, il met ça en vente, et il met un prix dérisoire comme 50 euros. C'est-à-dire que si j'avais voulu acheter ces cordes-là, le fournisseur me les aurait vendues 60 ou 70 euros. Ou lui, il arrive en prix de vente 50 euros. Et ça, c'est une marchandise qui vaut facilement 300 euros, vu le marché. À l'aise, franchement, sans hésiter, 300 euros. Ça se vend à l'aise, ça part direct. Il me faut une solution. Ce gars sort de nulle part, il a l'air d'être solide, et je ne sais pas comment il fait. Donc, plutôt que d'enquêter, d'aller sur les réseaux sociaux, essayer de savoir qui c'est, quoi, d'où il sort ou ce qu'il peut proposer, ben je l'appelle en fait. Donc je l'appelle et je me fais passer pour une salle de boxe. Et je dis voilà, nous on a besoin de 10 cordes. Est-ce que vous pouvez nous les fournir? 10 cordes, ça prend de la place, hein. Même enroulé, ça fait des bonnes tables basses, hein. Surtout vu ce qu'il vend, c'est balèze. Il faut de la place pour stocker 10 cordes. Il me dit, ouais, bien sûr, 10 cordes à l'aise. Ok, moi je suis là avec mon petit stock de 20 pauvres cordes plus petites que lui, je galère à les garder dans une pièce. Lui, il a 10 cordes et il glisse. Comment sur un marché nouveau comme ça? Enfin, d'où? T'as pas testé, on te connaît pas et tu commandes beaucoup. Enfin, comment? J'ai aucune idée de comment il a réussi à faire ça. Donc, du coup, je lui pose des questions. Comme il me dit OK pour 10 cordes, je dis, attendez, je suis avec un ami, je vais lui poser la question. Je fais mine d'être avec quelqu'un qui a également une salle de sport et je dis, bon, il y a prof d'une autre salle qui est avec moi, et on veut savoir si vous pouvez en fournir peut-être une vingtaine, parce qu'on va peut-être essayer de les revendre. Et le gars me dit, oui, 20, c'est bon, 30 même, 40, 50. Donc ça veut dire qu'il lui faut peut-être 30 mètres carrés pour stocker ça. Comment il fait? Comment tu peux te dire, je vais tester un nouveau business et je vais remplir une pièce avec les produits? Mais teste, prends ton temps, commande-en deux et teste le truc. Te jette pas comme ça sur le comment tu sais, comment tu peux avoir cet éclair de génie et comment tu peux me concurrencer avec autant de force que ça? Je raccroche, je réfléchis à une stratégie, mais je me dis, comment je vais contrecarrer ce gars-là? J'ai besoin d'en savoir plus sur lui et j'ai besoin de connaître son expertise en import-export parce que c'est ça qui va me permettre de savoir en fait quel type de personne c'est. Et donc je me dis, je vais lui poser des questions sur l'import-export, mais un truc qui n'a rien à voir avec les cordes pour un peu détourner son attention et tester un peu ses compétences. Je lui fais un beau message, je lui dis voilà, je vous ai posé ces questions-là, mais j'ai aussi une demande. J'ai cru comprendre que vous faisiez de l'import-export. J'aimerais bien importer des habits. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le concept, les douanes, etc. Comment vous gérez tout ça? Et là, il me déballe tout en fait. Il m'envoie des pavés. Le gars super gentil, il m'explique son business. Donc il me dit en fait, voilà, moi je commande du matériel sportif, il n'y a pas que des cordes, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Donc pour l'import, je te conseille de faire ça, de faire ci, de faire ça. Fais attention à ça, ne passe pas par ce port-là. Ça prend tant de temps, ça coûte tant, tu peux avoir ce gars-là. Je dis, mais il est trop gentil le gars. Il est trop gentil. Je laisse le temps passer. Je sais maintenant que c'est un gars que je peux pas contrecarrer. Je vais pas commander un container de cordes pour le challenge. Je peux pas le stocker de toute façon. J'ai pas d'entrepôt contrairement à lui. Et vu que les cordes prennent d'une hype en France, c'est logique en fait finalement. J'ai l'explication qu'il y a un gars qui en commande autant. C'est juste le prochain produit dans le catalogue. C'est juste le produit qui est commandé chez ses fournisseurs. Donc ses fournisseurs lui en parlent. Il en commande et il dit allez pour rigoler j'en prends 50 les gars. Ça fait X années qu'on commande ensemble. J'ai confiance. C'est un mec qui était vachement courageux. Il commandait vraiment ultra fort dès le début. 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Il posait sans réfléchir. Son business tourne. Il essaie des nouveaux produits tranquille. Très mauvaise stratégie au passage de tester comme ça. T'as pas besoin de poser 5000 euros pour tester un produit sur internet. Mais bon c'est une parenthèse. Je laisse passer le temps. Et je le recontacte un jour comme une fleur. Cette fois, je ne me fais pas passer pour quelqu'un. Je dis directement qui je suis. Je dis quelle entreprise j'ai et je lui explique la situation. Et ce qui est marrant, c'est qu'il me reconnaît pas du tout. J'ai la même voix, le même numéro. C'est une semaine après, il m'a oublié le gars. Et pendant la peine, j'hallucine parce qu'il me répond. Il me parle comme si c'était normal quoi. Trop gentil le gars. Je dis bon bah
Il m'a pas reconnu. Ok, de toute façon, dans tous les cas, je lui aurais dit, mais ça change rien. Discutons. Donc on discute et je lui dis voilà, on est une jeune entreprise, on a un branding poussé, on a un marketing poussé, on s'embête, ça marche. Mais là, je dois avouer que ce que vous faites, ça vient couper le marché. Et je pense qu'il y a peut-être une possibilité, je sais pas, de s'associer d'une manière ou d'une autre, mais de bosser ensemble. Parce que votre produit là que vous vendez une cinquantaine d'euros, s'il passe par chez nous, rebrandé, bah, ça part à 300 euros facile. Ça vaut pas 50 euros. Là, vous êtes en train de vendre un truc prix coûtant, alors que c'est pas son prix. On n'est pas forcément obligé d'être amoureux de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bête d'avoir un produit qui se vend 300 balles et de le vendre 50. Ça vaut 300. Donc pourquoi tu le vends 50 euros? Et le gars m'explique, il me dit non, non, mais nous, c'est parce qu'on veut toucher les professionnels en fait. Je dis ouais, mais dans ce cas-là, Le Bon Coin, c'est pas une plateforme de professionnels, c'est une plateforme de particuliers. Tu dis bon, moi, je peux vous proposer quelque chose, c'est qu'on bosse ensemble. Voilà la condition, vous supprimez vos annonces du Bon Coin, parce qu'il bossait avec un associé, et nous, BattleRops, on s'occupe d'écouler vos stocks. Donc c'est-à-dire que vous bénéficiez de notre image pour vendre vos produits, mais vous devenez fournisseur en fait. Et comme ça vous permet de parler à un professionnel, puisque nous on est les seuls professionnels de France qui faisons ça. Le gars réfléchit, je passe un week-end en suspense à me demander si je vais perdre mon business ou pas. Je le rappelle, je dis alors, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit ouais, bon, j'en ai discuté avec mon associé, il veut pas trop retirer les annonces, il est pas chaud. Si vous retirez les annonces, en termes de bénéfice, ça n'a rien à voir. Il réfléchit, il me dit bon allez, on va tester. On va tester. Finalement, quelques jours après, les annonces sautent. On commence à faire des ventes. C'est-à-dire que je mets son produit sur mon site, je mets le prix dont je lui ai parlé, et ça se vend. Et il le voit. Et il commence à faire du bénéfice, donc en automatique, sans s'embêter à prendre des commandes clients et sans réfléchir. Il n'a rien à faire, il a juste à stocker. Et quand je lui dis qu'il y a une commande, il envoie, tranquille. Et en même temps, il a un virement. Ça glisse et il devient en fait mon logisticien. Et ce qui est intéressant avec ce gars-là, c'est qu'on a bossé ensemble pendant plusieurs années. Il a commandé des cordes et des cordes pendant plusieurs années. On a beaucoup bossé. C'était incroyable. C'est un gars au top. Et je ne l'ai jamais vu. J'ai passé énormément de temps avec ce gars-là. Je ne l'ai jamais vu. Et les 2 fois où j'étais dans sa zone, parce qu'il est dans le sud, et que j'ai tenté de lui donner rendez-vous, il y a toujours eu un truc qui a fait qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, officiellement, il y a un gars avec qui j'ai fait de la trésor de ouf et je l'ai croisé. J'ai jamais vu en vrai. J'ai que quelques photos de lui. Je le croise dans la rue, je le reconnais pas. Je l'ai jamais vu en FaceTime, je l'ai jamais vu en live, je l'ai jamais vu en meeting. Que du téléphone et du mail. Mais on avait un système automatisé qui marchait hyper bien. Tout le monde était content. Et c'est comme ça qu'on a pu mener BattleRops au sommet, à être premier de Google pendant pas mal d'années. Et après ce temps-là, ça m'a saoulé de vendre des cordes, de parler de ça, de commander, de gérer la logistique. Lui, de son côté, ça commençait à être galère. Niveau qualité, parfois, c'était pas ouf. Il y avait des divergences entre les produits. Tout arrivait un petit peu en même temps. Il s'est mis à avoir des galères financières parce que de son côté, l'autre partie de sa boîte, justement, il travaillait pas du tout son marketing et il est parti du fait que le bouche à oreille, ça allait marcher toute la vie. Donc, il avait plus qu'un pan de son activité qui lui rapportait de l'argent, à savoir nous. Donc, tout arrivait en même temps. Puis, j'ai stoppé et je suis passé à autre chose. Un nouveau business, encore une fois. Ce qui me plaît le plus dans le business, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas l'argent. Moi, ce que j'adore, c'est le mécanisme en fait. Partir d'une idée, la développer, et qu'en face, il y ait quelqu'un qui t'ait jamais vu de sa vie et qui dise waouh, ah ouais, j'adore l'offre, j'adore le market, j'adore les couleurs, j'ai confiance en ce site et je suis OK pour payer. Ma carte bleue, je veux bien la mettre ici. Et tu vois des commandes à 2h du matin, 3h du matin, 1h du matin, 23h30, alors que toi tu t'es couché à 22h, tu vois, t'as vécu ta vie. Ou t'es en train de manger au resto, hop, tu reçois une petite notification, tu regardes sur ton téléphone, ah je fais une vente, ok. Donc tu es en train de dépenser de l'argent, tu vois, pour passer un bon moment. Il y a une addition qui va arriver dans 10, 15, 20, 30 minutes, et bing, tu viens de la combler là, avec le... Donc tu fais le move, tu dis bon les gars, je vous invite, je viens de faire une vente. Ça te donne une vision de la vie qui est totalement différente, et c'est super agréable de dire waouh, mon business tourne quand je dors. Chose que tu ne peux pas faire quand tu taffes. Parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc du coup, c'est un autre rapport à la rémunération. Là, vraiment, tu as un système qui tourne automatiquement. À titre perso, moi, j'ai jamais été bon en cours. Ce qui est intéressant avec le business versus l'école, c'est que le business, c'est la vraie vie. Et l'école, c'est l'approche académique. C'est pas l'approche de la vie. Donc, en fait, si tu es débrouillard dans la vie, tu peux trouver des solutions qui vont t'amener à pouvoir aller plus loin, à te former et à lancer, pourquoi pas, un empire. Ça peut aller très très vite et tu n'as pas besoin de diplôme. Et je rencontre des gens justement qui sont soit diplômés dans pas longtemps, et même si elles étudient le business, l'entrepreneuriat depuis des années, elles sont à 1000 lieues de savoir ce qui les attend. Les gens qui enseignent, et c'est étonnant, bien souvent le biz, n'en ont jamais lancé. Alors que pourtant, c'est là qu'on apprend vraiment ce qu'il en est. C'est dans le dur, c'est en créant des choses. Donc, il n'y a aucun rapport entre le niveau scolaire et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour les gens qui sont déterminés, c'est pour les gens qui rêvent, et c'est pour les gens qui croient que c'est possible. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'être bon en cours. Il faut juste savoir parler
addition, soustraction et un max de résilience aussi. Parce qu'il y a des chutes, mais c'est pas grave, comme quand on apprend à marcher. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Aujourd'hui, personne ne se déplace à quatre pattes en disant ah, vas-y, il y a 10 ans, je suis trop tombé, ça m'a saoulé. À quatre pattes, au moins, je suis plus proche du sol, je me fais pas mal. Les conseils les plus importants que je pourrais donner aux gens qui veulent se lancer, ce qui me vient en tête en premier, c'est arrêter de viser l'argent. Parce que l'argent, c'est pas un bon objectif. Parce que ça veut rien dire. Je veux gagner 10 000 euros par mois, tu peux les gagner en ayant un client à 10 000 euros, même si là, aujourd'hui, ça te paraît impossible. Tu te dis, mais non, il n'y a personne qui paye un truc 10 000 euros. Si, il y a même des gens qui payent des trucs 1 million d'euros. Ça dépend ce que tu apportes, ça dépend de la solution que tu apportes. Ok. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui rencontre une problématique très forte, tu as la solution, tu peux la facturer 10K en fonction de ce que tu apportes. Tout est une question de solution. Il y a des gens qui sont OK pour mettre 1 200 euros dans un téléphone tous les ans. Il y a des gens qui trouvent ça complètement fou et qui sont juste OK pour mettre 200. Ils sont pas plus pauvres, c'est juste que ça leur correspond pas. Donc tu vois, je peux mettre 2, 3, 4, 5, 6 fois plus que quelqu'un qui serait pas prêt à faire le move. Ça marche à hauteur de 1 000 euros, à hauteur de 10, à hauteur de 20, à hauteur de 100 000, à hauteur de plusieurs millions. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent sur cette terre. On les voit pas trop, mais ils existent. Mon second conseil, ce serait de trouver quelque chose de viscéral, une motivation vraiment qui vient des tripes et qui va te permettre de te lever le matin, qui va te permettre de dire tiens, là j'ai envie de mater une série, mais non, c'est vrai que je veux monter un business, donc je vais me former. Tiens, il y a une formation, un truc qui m'intéresse, ok, je vais payer pour participer à ce truc-là. Je vais plutôt faire ça et je vais faire des choix en rapport avec la vie que j'ai envie d'avoir. À partir du moment où tu arrives à faire ça, tu passes dans un autre monde, d'ailleurs un monde où on ne te comprend pas trop, hein, on te prend un peu pour un psychopathe, mais quand ça paye du coup, ça te permet également d'avoir une vie qui ne correspond pas à celle que tu avais prévue à la base. Donc c'est plutôt pas mal. Et mon troisième conseil, ce serait que, alors c'est un peu bateau de dire ouais, tout le monde peut réussir, etc. Tout le monde peut réussir dans la mesure du possible, c'est comme tout. Tu peux réussir si tu es déterminé. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, même la 15e fois, peu importe. Mais si tu n'abandonnes jamais, au bout d'un moment, si tu veux, tu auras engrangé tellement de connaissances que tu vas forcément produire quelque chose qui va t'amener quelque part. Et je trouve qu'il y a beaucoup de légendes par rapport aux entrepreneurs. On a vraiment l'impression que c'est une vie de travail, 80 heures par semaine. Même si je prône beaucoup le taf, ça veut pas dire qu'il faut faire que ça, qu'il faut pas se divertir. Ça veut juste dire qu'il faut savoir rogner un petit peu son divertissement. Et c'est bien parce que maintenant, on a tous des téléphones avec le temps d'écran dessus. Donc tu peux voir que quand tu passes 26 heures par semaine sur Snapchat, il y a peut-être moyen de faire autre chose. Tu fais 26 heures par semaine de ce que tu veux, tu seras bon. 26 heures de piano, 26 heures de chinois, 26 heures de japonais, 26 heures d'informatique ou de développement. Je pense qu'en quelques mois, tu es une légende. Ça va très très vite. Moi, j'ai juste fait 26 heures de business. Voilà. C'est tout simplement. Donc oui, on peut concilier, à mon sens, le pro et le perso. Il n'y a pas de problème. Il suffit juste de faire attention aux deux et de ne pas être non plus trop focus. On a besoin de mélanger. C'est pas un sprint, vraiment, c'est une course de fond. Il faut faire un peu de tout. À titre perso, j'ai jamais vraiment senti la jalousie. C'est-à-dire que j'ai déjà appris a posteriori que des gens pensaient que, mais jamais en direct. C'est normal, hein, les jaloux, ils sonnent pas à ta porte pour te dire je te souhaite tout le mal du monde. Par contre, ce que ça a créé avec mes proches, ça a forcément créé un décalage dans les échanges. Parce que je me rappelle de la vie que je vivais quand je taffais et que j'avais que ça à penser en fait. Le taf et le soir le divertissement. Tu taffes, tu te divertis. Et c'est la vie d'énormément de personnes. Et je juge pas. C'est la vie d'énormément de personnes. C'est ça. C'est ton quotidien quoi. Jusqu'au moment où tu vas dormir. D'ailleurs, le divertissement mange souvent ton sommeil. Puis tu te lèves. Puis tu vas au taf. Puis c'était une dure journée. Donc tu te divertis. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Quand tu commences à entreprendre, le divertissement il dégage un petit peu. Et je dirais même que le business devient ton divertissement. Moi, je trouve ça passionnant de travailler sur des business. Je trouve ça mais incroyable. Ça remplace des séries, ça remplace plein de trucs. Tu crées ton histoire, ton aventure. Ça influe sur tes sujets de conversation. C'est-à-dire que plus tu fais de bise, plus c'est compliqué d'avoir comme on dit des small talks. Ça veut dire de parler de choses qui sont insignifiantes, on va dire ça comme ça, ou de choses sur lesquelles tu ne peux pas agir. Ça t'apprend à avoir une vision de la vie qui est assez pragmatique, efficace. On fait des tests pour avoir des retours, pour être efficace, avancer d'un pas. Donc ça crée un décalage à ce niveau-là, les sujets de conversation. Donc toi, tu veux tout le temps parler de business parce que c'est le truc qui t'anime. En face, ça veut parler d'autre chose. Ce que tu apprends beaucoup et ce qu'on entend beaucoup, c'est que le business, c'est aussi une question de mindset, donc de mentalité. Et je suis totalement OK avec ça et je le dis super souvent dans mes podcasts. C'est capital. La mentalité, ça fait tout, c'est ce qui te fait te lever le matin quand c'est adossé à la motivation. En fait, tu vois les deux côtés du monde. Tu vois les personnes et leur potentiel dans une vie où ils sont pas forcément heureux. Et tu as envie de leur dire, mais regardez, moi, je vois, toi, là, dans ce monde-là, c'est incroyable. Donc, c'est un peu comme regarder un enfant, entre guillemets, hein, encore une fois, je me mets pas au-dessus, mais regarder un enfant avec du potentiel et se dire, putain, mais ce gars-là, là, ce petit-là, il peut tout éclater s'il s'entraîne correctement. Parce que moi, je vois tout, je connais le secteur pro, et il pourrait être incroyable, mais aujourd'hui, il préfère regarder en boucle tout Netflix. C'est dommage, il a du potentiel. Et voilà, donc j'ai des amis comme ça qui ont un potentiel de ouf. J'ai beau leur répéter ou leur dire let's go, faites un truc, il n'y a pas le mindset,
il n'y a pas l'envie, n'y crois pas parce que c'est pour les autres, c'est pour moi, parce que c'est moi l'ovni du coup, alors que j'ai juste bossé un petit peu plus que les autres. Et non, je suis juste le mec du business, et comme je suis un mec du business, c'est normal. Pour tous les freelances qui veulent développer leur activité et se créer une carrière solide, ce qui est très compliqué, avoir des clients souvent, être efficace, apporter des vraies solutions, arrêter de se demander si le mois prochain ça va payer ou pas, si le client va partir ou pas, avoir tout le temps des appels, faire monter sa boîte encore et encore, et éventuellement vivre dans un autre pays, pourquoi pas, et travailler en remote, c'est un peu le rêve de tous les freelances. Je vous conseille de faire un petit tour sur mon podcast, à savoir Salarié Provisoire, disponible partout, bien évidemment, Spotify, Deezer, Apple Podcast, le monde entier.